Eh bien parfois on l'investit dans un actif qui perd de la valeur sur les marchés, donc un actif déprécié. Et donc quand on a mis $100, on peut se retrouver avec un actif qui n'en vaut plus que 80 par exemple. En tout cas temporairement. Et c'est bien tout le problème, parce que quand on a du temps devant soi, quand on a 10 ans devant soi, eh ben alors on attend que les marchés se redressent et on retrouve la valeur de son argent, voire même mieux. On fait des performances sur son argent. Mais quand tout le monde vient vous voir en disant maintenant donnez-moi mon argent et que vous ne l'avez pas dans les coffres, eh ben vous êtes obligé de vendre vos actifs à perte pour récupérer du cash. C'est la plus grosse faillite bancaire depuis la crise de 2008. Celle de la Silicon Valley Bank, cet établissement spécialisé dans le capital risque dont la fermeture a été annoncée ce vendredi. Benjamin, il faut vraiment que tu m'expliques. Parce qu'en fait, comment une institution bancaire comme la Silicon Valley Bank, je rappelle quand même que c'est une des plus grosses banques aux États-Unis, et d'ailleurs c'est celle, elle porte bien son nom, c'est celle qui finance toute la Silicon Valley, donc tout le secteur de la tech américain. Comment une institution qui a l'air infaillible comme ça, sur base d'une constatation, comment elle peut s'écrouler, comment elle peut faire faillite, et donc avoir un impact ricochet sur toute une série d'industries, et notamment l'industrie de la crypto, ça on va en parler juste après. Mais quelle est la somme de l'équation qui fait qu'en fait, une chose pareille peut arriver? Oui, d'autant que la SVB, la Silicon Valley Bank, finançait quasiment la moitié, enfin 50% des grosses boîtes de la tech américaine, qui est cotée au Nasdaq, etc. Mais en fait, ce qui est incroyable surtout, c'est que cette Silicon Valley Bank, cette faillite représente, disons, la chute incroyable, spectaculaire de tout un secteur technologique. Quand on a vu les milliers de licenciements qu'il y a eu dans toutes les boîtes, les GAFAM, les fameux GAFAM, quand on voit la perte de confiance qu'il y a dans la technologie, quand on voit les problèmes d'approvisionnement qu'il y a eu suite au Covid, les approvisionnements sur les semi-conducteurs, quand on voit aussi les chutes spectaculaires en bourse, les moins 30, 40, les moins 80% par exemple pour Shopify en bourse, c'est vraiment incroyable, alors que la tech c'est quand même la plus grosse industrie du monde. Mais pas que ça, tu oublies les taux d'intérêt qui montent. Alors effectivement, donc tu rajoutes à ça, cette perte de confiance dans la tech, tu rajoutes à ça les problèmes financiers, les problèmes purement financiers qui sont les augmentations des taux de la Banque centrale américaine pour calmer l'inflation. En fait, en gros, ils augmentent les taux pour que l'argent cesse de circuler aussi vite. Mais est-ce que ça serait pas intéressant de réexpliquer l'inflation, c'est la conséquence. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Crise Covid, qu'est-ce qu'ont fait les États? Ils ont imprimé des billets. Conséquence directe de cette impression monétaire, inflation. Reconséquence, ricochet, augmentation des taux. Et puis, il y a un mécanisme, on veut contrôler un peu ce qui se passe en économie, donc on baisse les taux, ce qu'ils ont fait depuis 20 ans, l'État baisse les taux d'intérêt pour que les gens empruntent, pour acheter des machines, des ordinateurs, des voitures, des appartements. Et fasse tourner l'économie. Et ça fait tourner l'économie. Et puis quand les prix augmentent trop vite, alors il y a eu plein d'effets, mais évidemment que l'effet Covid, l'effet confinement a fait qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement, et donc les gens se sont rués encore plus sur les objets achetés, et donc ça a fait augmenter les prix. Et augmenter les prix, ça crée de l'inflation. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et donc, il faut absolument réduire les taux pour que les gens consomment moins, en fait. Ça veut dire consommer moins, c'est ça, pour réduire l'inflation. Mais dit qui consomme moins, dit qu'aussi, il y a des tas d'industries qui ont donc moins produit parce que les gens achetaient moins, donc avaient moins de moyens. Et de l'autre côté, moins de matières premières. Et en plus, crise de la mobilité de ces matières premières. Donc, conséquence de ça, si les gens consomment moins, eh bien, les industries font faillite. Plus en parallèle de ça, augmentation des coûts de l'énergie, eh bien, on se retrouve avec des industries qui licencient. Qui dit licenciement dit évidemment insécurité, moins de pouvoir d'achat. Exact. Et d'ailleurs, on peut même dire que les États favorisent la crise économique. En fait, d'ailleurs, les États souhaitent, quelque part, ils souhaitent une crise, ils souhaitent une déflation, ils souhaitent une crise de l'achat, en fait, du pouvoir d'achat. Une récession, c'est ça? Une récession, voilà, exactement, c'est le mot. Les États préparent la récession, installent une récession pour calmer les prix, pour justement les gens consomment moins. Et donc, la SVB s'est pris exactement les pieds dans le tapis. C'est-à-dire que quand on organise ça, forcément, à un moment donné, les banques, elles aussi, ne peuvent plus suivre. Donc quand elles ont massivement investi dans des actifs financiers, ces actifs sont dépréciés et donc au bilan de la banque, il y a moins d'argent. Oui, et puis en face de ça, le consommateur, qu'il soit particulier ou entreprise, il y a une énorme défaillance de confiance. Les gens savent que ça ne tourne pas rond, les gens savent que ça ne peut pas marcher. Défaillance de confiance et donc ils retirent leur argent des banques. Alors vous avez des petits particuliers aujourd'hui qui retirent leur argent aux distributeurs et qui mettent l'argent sur le matelas, mais quand on est une entreprise et qu'on retire ses fonds et qu'il y a plusieurs entreprises qui le font face à la banque SVB, et bien évidemment, ça s'appelle un bank run. Voilà. C'est-à-dire, on se précipite, on run tous, donc en
anglais c'est run, courir. Bon, on court tous vers la banque pour retirer son argent. Et tu as raison, c'est même des grands fonds d'investissement, depuis 15 jours déjà, ont conseillé à leurs clients de retirer leurs fonds de la SVB, donc de la Silicon Valley Bank, en préfigurant, en imaginant qu'il allait avoir une catastrophe. En plus, ces problèmes de faillite bancaire, ça fait maintenant des mois qu'on en parle dans tout le secteur financier en disant il va y avoir des banques qui vont tomber. On va retrouver l'ambiance de 2008-2009 avec cette énorme crise financière. C'est quelque chose qui tourne dans les esprits globalement dans ce secteur. 2008, Lehman Brothers fait faillite, pareil, une des plus grosses banques américaines, et l'État ne sauve pas Lehman Brothers, laisse cette banque faire faillite, et ça entraîne des cascades de faillite ensuite, mais les États viennent au secours de ces banques-là en imprimant de l'argent. Et c'est là où on va en venir, c'est que à nouveau, le gouvernement donc ce week-end a décidé d'imprimer de l'argent, donc de sauver ce week-end. Donc nous sommes le lundi 13 mars, donc 11 mars, ils ont annoncé qu'ils allaient sauver la SVB. Et comment? En imprimant de l'argent, c'était en créant de l'argent à partir de rien. Ça, c'est la grande spécialité des États-Unis. Enfin, l'Europe fait pareil, mais je dirais que les États-Unis sont une grosse locomotive d'impression monétaire et ils font ça depuis le Covid. Ils ont fait ça de manière incroyable depuis 2 ans et ils vont continuer parce que c'est comme ça que les États finalement s'immiscent dans l'économie et contrôlent quelque part le mécanisme de croissance et de décroissance. C'est une volonté aussi du gouvernement de contrôler ça. Si ce n'est qu'on est arrivé à un moment donné où c'est le serpent qui se mord la queue. Pourquoi? Parce qu'en fait, la conséquence de ce qui se passe aujourd'hui, ça a été au départ la crise Covid et l'impression monétaire. Et il y a tout un process qui fait qu'on arrive aujourd'hui à une crise énorme, crise des matières premières, crise énergétique, crise financière, inflation, crise des taux d'intérêt, les banques qui s'écroulent, les énormes banques qui s'écroulent. Et la réponse à ça, qu'est-ce que c'est, je vous le dis en mille, c'est l'impression monétaire. Donc on va repartir dans un même système. Et donc, moi je vous le demande, est-ce que vous avez toujours confiance? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Est-ce que vous avez toujours confiance? Est-ce que vous y croyez à ce système? Est-ce que vous croyez, vous, que la pression monétaire est la réponse à ce qui se passe aujourd'hui? Et vous, dites-nous ça en commentaire. Quelles sont vos alternatives? Parce qu'évidemment, la crypto est une alternative puisque vous devenez votre propre banquier. Mais peut-être que tout le monde n'est pas prêt à y aller dans nos auditeurs. Donc vous, est-ce que vous retirez votre argent et le mettez sous le matelas? Ou est-ce que vous avez d'autres alternatives? Oui, et puis dites-nous si vous pensez que cette inflation va encore continuer, voire même va s'accentuer, parce que c'est un cycle infernal. Les États impriment pour stimuler l'économie, mais ça fait augmenter les prix, puis ensuite ils décident que les prix ont trop augmenté, donc ils retirent l'argent de l'économie, puis ça crée une récession, et puis ils réimpriment de l'argent. Tout ça, c'est quelque chose qui devient fou. Alors avant, il y avait des cycles comme ça, mais ça durait 20 ans. Fin 70-80, il y avait aussi une très forte inflation, et puis les États se sont impliqués dans l'économie, mais ce sont des cycles qui duraient 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là aujourd'hui, tout s'accélère de manière absolument spectaculaire. Oui, tout à fait. Donc, Benjamin, quelles sont les conséquences de tout ça sur l'écosystème de la crypto, du Web3? Est-ce que ça a des impacts ricochets, ou est-ce que parce que les États viennent au secours de la banque et donc vont imprimer de l'argent, est-ce que finalement l'écosystème de la crypto va être épargné? En fait, c'est intéressant parce que disons que le Bitcoin au départ, la blockchain au départ, a été bâti, conçu pour justement prendre le contre-pied de tout ce système monétaire traditionnel. Donc justement, les crypto-monnaies sont censées être concurrentes des monnaies traditionnelles, avec en revanche un contrôle absolu du code. C'est le code informatique dans la blockchain qui contrôle l'émission monétaire, qui contrôle les cycles, etc. Et non pas des humains dans des bureaux qui disent ce matin je me suis levé, on va faire ci, on va faire ça. Donc c'était tout l'intérêt de la crypto-monnaie. Mais on voit bien, le problème de la crypto-monnaie, du marché de la crypto, c'est que les institutions, les banques sont déjà investisseurs dans la crypto-monnaie. Donc évidemment, si le secteur financier a moins d'argent et qui soutient moins les crypto-monnaies, on va dire dans le cours en tout cas, alors oui, les crypto-monnaies vont être impactées. Mais ce qui nous concerne ici dans la SVB, c'est directement une seule crypto-monnaie qui est un stablecoin. Donc c'est une crypto-monnaie stable. Adossée à quoi? Adossée au dollar. C'est-à-dire que une crypto-monnaie stable égale $1. En tout cas, ça c'est l'objectif principal de ce genre de crypto-monnaie. Il y a beaucoup d'intérêt à avoir des stablecoins dans l'écosystème crypto, mais en tout cas là on parle bien d'une crypto stable qui s'appelle l'USDC. USD pour US dollar, c'est ça que ça veut dire. Et le petit C à la fin, c'est l'entreprise Circle, qui veut dire un cercle en anglais. Et donc cette entreprise Circle émet donc un dollar stable qu'on appelle USDC. USD pour US dollar, C pour Circle. Il y a d'autres concurrents d'ailleurs à ce stablecoin. Et vous verrez dans tous les stablecoins, il y a toujours les mots USD pour US dollar. Et donc quand on achète un USDC, c'est exactement comme si on achetait $1 sur les marchés. Comment fonctionne un stablecoin? Pour émettre un stablecoin, donc pour émettre une crypto stable, il faut qu'il y ait $1 en banque. Donc en général, ces entreprises privées, vous leur réclamez $1 de stablecoin, ils vous disent ok, pas de problème, donnez-nous $1 réel qu'on va mettre au coffre et on va vous émettre une crypto qui égale $1. Ok, et quel lien avec la banque? Et bien justement, c'est que Circle a émis quasiment un peu plus de 40 milliards de cryptos stables. Donc, s'il y a 40 milliards de stablecoins, il y a forcément
40 milliards de vrais dollars dans un coffre. Pour faire simple, et c'est extrêmement schématique. Et bien ce qu'ils ont fait, c'est qu'une partie de ces 40 milliards de dollars sont dans les coffres de la SVB. Mais comment est-ce possible? C'est normal quand on est une entreprise privée et qu'on gère une telle fortune, 40 milliards c'est quand même énorme, on diversifie les coffres en banque, on met ça dans plusieurs banques, on met ça dans des fonds d'investissement, on achète des bons du trésor, on achète des choses. Oui, mais alors du coup c'est pas bloqué, c'est investi. C'est investi effectivement, mais c'est tout le problème du système financier. Quand on investit son argent, eh bien parfois on l'investit dans un actif qui perd de la valeur sur les marchés, donc un actif déprécié. Et donc quand on a mis 100 $, on peut se retrouver avec un actif qui n'en vaut plus que 80 par exemple, en tout cas temporairement. Et c'est bien tout le problème, parce que quand on a du temps devant soi, quand on a 10 ans devant soi, eh ben alors on attend que les marchés se redressent et on retrouve la valeur de son argent, voire même mieux, on fait des performances sur son argent. Mais quand tout le monde vient vous voir en disant maintenant donnez-moi mon argent, et que vous ne l'avez pas dans les coffres, eh ben vous êtes obligé de vendre vos actifs à perte pour récupérer du cash. Ok, mais en tant que particulier, comment est-ce que je puis m'assurer de sécuriser mon argent? Puisque s'il est en banque, aujourd'hui je sais que la banque peut s'effondrer à tout moment, je sais qu'il n'y a plus de certitude en tout cas. Si j'achète des stablecoins, ben là la preuve c'est que finalement il y a des effets ricochets. Donc quelle est l'alternative, Benjamin? Il n'y a aucune alternative, parce que tout le système, toutes les banques fonctionnent pareil. Il faut le savoir, si demain matin tous les clients d'une grande banque viennent récupérer leur argent lundi à 9h du matin, tous, il n'y a pas d'argent et c'est une faillite immédiate. C'est la faillite dans l'heure, puisque les banques n'ont que 10%, à peine 10% des réserves dans leur coffre. Tout le reste est placé sur les marchés financiers. Et c'est normal, puisque en fait ces marchés financiers doivent tourner pour faire circuler l'argent. Et puis les marchés financiers, c'est pas que des méchants spéculateurs qui sont là pour gagner de l'argent et acheter des yachts privés et des jets. C'est aussi de l'argent qu'on retrouve dans une économie globale, mondialisée évidemment, mais qu'on retrouve pour financer des projets, des industries, des machines, des usines, etc. Donc ce système financier, il est utile, mais il est en dérive totale, d'une par l'intervention excessive des États, et deux par un manque de réglementation qui ont été enlevées dans les années 80, alors qu'avant il y avait une réglementation. Qui était quoi? Notamment séparer les banques de dépôt et les banques de détail. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous aviez un compte courant à la banque, cet argent était bloqué, il ne servait pas au marché financier, ou alors très peu, peut-être 10, 20, 30%, mais pas 90%. Aujourd'hui, il n'y a plus de séparation, c'est-à-dire qu'une banque de compte courant, où vous allez déposer votre compte courant, vous allez recevoir votre salaire, cette banque-là va pouvoir jouer sur les marchés financiers. Avant, c'était pas le cas. Donc ce système n'est pas assez contrôlé. S'il y avait demain un bank run à la Société Générale, un bank run à la BNP, au Crédit Agricole, si demain matin tous les clients lundi à 9h retirent tout leur argent, il n'y a plus d'argent. Et la banque fait faillite. Bon, alors on va vous demander, si vous aimez nos contenus, évidemment de vous abonner, mais aussi de nous répondre. Et vous avez l'intention de retirer l'argent de votre compte sur le Crédit Agricole ou la BNP? C'est quoi vos intentions? C'est quand même intéressant parce que c'est pas anodin ce qui se passe. Il y a une espèce de prise de conscience collective où les gens se disent, en fait les gens touchent du doigt le manque de sécurité offert par les organes centrales. Les organes centrales, c'est les États, c'est les banques, c'est les grandes institutions. Et donc, moi je me pose la question, est-ce que vous avez perdu confiance? C'est quand même intéressant de pouvoir avoir un baromètre par rapport à nos auditeurs, de se dire tiens, c'est quoi la proportion de gens qui ont perdu confiance? Il y a perdre confiance et puis il y a passer à l'action. Je retire mon argent. Intéressant d'avoir votre avis. Merci. Oui, et puis on peut juste ajouter que, à la limite, pourquoi pas, si le système est fait comme ça, mais à ce moment-là qu'on soit informé du système. Peut-être qu'on nous dise, mais voyez, ils veulent pas nous informer, parce que quand on va demander un crédit pour acheter une voiture et qu'on vous dit, ah bah non, vous n'avez pas assez de fonds, vous n'avez pas assez d'argent, vous n'êtes pas assez solvable, on a envie de leur dire, mais vous n'êtes pas solvable. La banque n'est pas solvable, puisqu'elle n'a que 10% des dépôts disponibles. Donc, qu'on soit informé de ça, vous voyez, c'est ça que je regrette. Mais donc, tu nous as parlé du stablecoin. La conséquence sur le stablecoin, donc l'effet ricochet sur le stablecoin, c'est quoi? Quel est le lien avec la banque? Alors l'effet ricochet immédiat qu'on a vu donc très récemment, c'est que le stablecoin ne valait plus $1. Il valait 0,89 $, donc 89 centimes. Et ça, c'est un drame pour un stablecoin de ne pas avoir sa valeur exacte à $1. Parce qu'effectivement, cette valeur, elle est garantie sur le papier, mais elle est aussi dépendante du marché. Il y a des gens qui achètent des stablecoins, qui mettent $1 donc en contrepartie, mais qui vont aller parfois le vendre moins cher, ou parfois arriver à le vendre un peu plus cher. Donc ça fait des petites fluctuations autour de $1. Mais la question c'est, est-ce qu'il ne doit pas y avoir un bank run sur le stablecoin aussi? Puisque les gens vont paniquer, ils vont se dire, moi je préfère tout reprendre, j'ai perdu mais je préfère tout reprendre. C'est quoi le risque? Exactement, il y a eu un bank run sur l'USDC, donc les gens ont paniqué. Quand ils ont vu que la SVB, qui détenait 3 milliards de dollars sur les 40 milliards du stablecoin USDC, donc 3 milliards c'est quand même une petite fraction, mais quand même une fraction. Les gens se sont dit, ces 3 milliards
valeurs vont s'évaporer et le stablecoin n'aura plus exactement la garantie équivalente du nombre de tokens. Donc les gens ont vendu en masse l'USDC, effectivement. Et non seulement ils l'ont vendu en masse, mais ils étaient prêts à le vendre à 90 centimes. Donc au lieu de récupérer leur dollar, ils étaient prêts à ne récupérer que 90 centimes. Donc une perte de 10%. Quand vous avez que 1 dollar, ok, c'est pas grave. Mais quand vous avez investi 100 millions de dollars dans l'USDC et que vous perdez 10% de 100 millions de dollars, c'est considérable. Et donc ça veut dire que vous êtes prêt à assumer une perte énorme. Donc la perte de confiance est terrible. Et ça a fait chuter l'USDC de 10%, de plus de 10%. Aujourd'hui, ça y est, le cours est remonté à son taux normal parce que le patron de Circle a dit qu'il remettrait de l'argent au pot, qu'il remettrait de l'argent pour combler cette perte. Donc on voit bien que ce stablecoin est, on va dire, backé, comme on dit dans le secteur, on dit protégé, on va dire encouragé, soutenu par les institutions et par les grandes banques. Ouais, super, c'est intéressant. Merci en tout cas pour votre fidélité et votre écoute. Et c'est vrai qu'on vous le demande chaque fois, mais abonnez-vous, ça nous aide à remonter dans les algorithmes. Et on vous souhaite une bonne écoute.